Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce webinaire consacré à la réduction de l'empreinte environnementale des produits. Donc, on sera deux intervenants. Il y aura Ewen, donc qui est responsable de la cellule ACV au sein d'IPC, et puis il y a moi-même qui suis le directeur du service relation client d'IPC. Alors, bonjour à tous. Ouais. Donc, pourquoi ce webinaire? Déjà, ce webinaire, il se fait dans le cadre d'un partenariat que l'on a avec l'ADEME, où on doit aider et inciter les industriels à s'inscrire dans la transition écologique au niveau de leur entreprise. On sait que la transition écologique a de plus en plus d'impact au niveau des entreprises de la filière. Et un des vecteurs de réduction de l'impact de l'activité des entreprises de la filière, c'est de travailler sur les produits qui sont fabriqués par les entreprises. Donc, c'est pour ça qu'on va vous donner l'idée de ce webinaire, c'est de vous donner des pistes de réflexion, des informations aussi, parce que en lié à cette thématique. Avant de rentrer plus dans le détail de ce webinaire, juste pour information, le support est téléchargeable. Vous avez normalement en haut à droite, un petit icône avec une feuille de papier avec un trombone. Donc là, vous pouvez télécharger le support de la présentation. Et puis, on aura une session de questions à la fin de notre intervention. Et là, vous pourrez poser au fil de l'eau vos questions. Il y a un petit icône en haut, pareil, avec un point d'interrogation dedans. Où là, vous pourrez vous poser des questions et on les rebalayera à la fin de ce webinaire. Je vois qu'il y a déjà quelqu'un qui a répondu. Ah, on n'entend pas très fort. Je vais essayer de parler plus fort. Voilà, au niveau du sommaire de ce webinaire, on aura plusieurs parties. Déjà, c'est pourquoi il faut réduire l'empreinte environnementale. Donc, c'est de vous donner des éléments de contexte, aussi bien de réglementaire, mais aussi de tendance, et voilà, par rapport aux solutions qu'on va vous présenter. Il y a pourquoi réduire, comment, à un moment donné, agir. Donc, on vous donnera des pistes de réflexion, comment agir pour réduire l'empreinte environnementale de vos produits. Et une fois que l'idée de ce webinaire, c'est de vous ouvrir des idées de projets au sein de vos entreprises. Donc, on vous mettra en avant les solutions de financement, et ça, c'est en lien avec le partenariat qu'on a avec l'ADEME. On vous expliquera aussi comment IPC vous accompagne dans cette démarche. Et puis, à la fin, il y a, bien sûr, ce serait assez intéressant aussi de savoir valoriser en fait cette démarche auprès de vos parties prenantes. Donc, on vous donnera quelques pistes d'outils qui vous permettront de communiquer auprès de vos parties prenantes. Donc, je vais laisser la main maintenant à Ewen. Allez, je commence alors. Alors pourquoi réduire l'empreinte environnementale de mes produits? Alors, tout d'abord, ce n'est pas seulement une contrainte, le fait de devoir réduire notre impact environnemental, c'est aussi un levier de performance interne. Donc, concrètement, ce qu'on va chercher à faire avec la mise en place de l'éco-conception, ça va être de réduire notre impact, mais pas au profit de la fonctionnalité ou du prix. Et donc, on va chercher à obtenir des gains concrets avec notamment des économies. En cherchant à optimiser mes matières, mon énergie, mes déchets, je vais réduire mes coûts et donc on va avoir des gains économiques associés à ça. Ça va être aussi de générer de l'innovation en cherchant à avoir un impact environnemental plus bas, plus maîtrisé. On va être amené à réfléchir à des nouveaux matériaux, à des nouveaux procédés, des procédés plus sobres, à des nouveaux business models. On pense à l'économie de fonctionnalité, on pense au réemploi, on pense aux services de location, etc. Et des nouveaux modèles, des nouveaux business models liés à l'économie circulaire. Et aussi, on va pouvoir fédérer les collaborateurs tout en améliorant notre efficacité opérationnelle. Dans l'idée, pour pouvoir réduire mon impact environnemental, il faut le comprendre. Donc, il faut maîtriser mes procédés, il faut maîtriser mes coûts. Et derrière, en les maîtrisant mieux, en les comprenant mieux, je vais pouvoir améliorer mon efficacité opérationnelle. L'objectif ici, c'est d'atteindre ce qu'on va appeler l'éco-efficacité. On cherche à avoir le bon compromis entre un impact environnemental bas, mais aussi un coût bas. Donc, sur ce petit graphique-là, ce qu'on va chercher à avoir, c'est ce carton en haut à droite, c'est la haute éco-efficacité, donc des coûts bas et un impact environnemental bas. Si on a une solution qui a un impact environnemental intéressant, mais qu'on a fait x2 sur les coûts, évidemment, c'est une solution qui n'est pas intéressante. Pareil pour les fonctionnalités, si j'ai divisé par 2 mes fonctions du produit,
j'ai fait une erreur dans ma conception quelque part. Cette observation-là sur la performance interne, c'est quelque chose qui s'est vu confirmé par le baromètre de l'éco-conception. C'est une étude qui a été menée par l'ADEME en 2020, où 400 entreprises ont été interviewées et sollicitées suite à leur mise en place de l'éco-conception pour récupérer un petit peu leur retour d'expérience sur cette mise en œuvre. Et donc, on leur a demandé, mis à part les retombées financières, quelles sont les autres retombées positives via l'éco-conception. Et on retrouve 38% des répondants qui trouvent qu'il y a une augmentation de la motivation et de la fierté des employés. Et on a un tiers des répondants qui trouvent que ça a été une amélioration de la capacité à innover. Donc, il y a vraiment un gain interne au sein de l'entreprise, à la fois côté collaborateur et à la fois côté innovation. Donc, c'est à la fois un outil technique d'innovation, mais aussi un outil de management et de mobilisation en interne. Mais c'est aussi un facteur de différenciation et de compétitivité. On va parler un peu marché et positionnement. Donc, au-delà de la performance interne, ça va être un levier commercial. En mettant en place de l'éco-conception et en cherchant à réduire notre impact environnemental, on améliore l'image de marque. Concrètement, ça fait attirer des nouveaux talents, des nouveaux partenaires, des nouvelles opportunités, des nouveaux contrats. Ça nous permet de nous différencier aussi du marché avec une notion de transparence et puis de politique RSE qui est toujours un bon faire-valoir. Et derrière, on va pouvoir créer de la valeur. Grâce à l'éco-conception, on peut avoir un positionnement plus premium avec une offre qui se positionne sur un autre marché que le marché initial. Et bon, après là, je ne vous apprends rien, hein. Il y a une demande croissante de vos clients et puis des consommateurs sur tout ce qui est produits responsables. Et donc, au bout d'un moment, il va falloir se conformer aux attentes de tout le monde. À nouveau, quelques graphiques du baromètre. Alors, je ne vais pas tous les commenter, on va en mettre juste un en plein écran. Les autres seront disponibles au téléchargement, mais c'est intéressant de voir un peu les résultats des répondants. Donc, l'impact de l'éco-conception sur le volume des ventes. Pour 34% des répondants, il y a eu une augmentation, parfois significative, en fonction de la taille de l'entreprise. Parfois, une augmentation significative des ventes, c'est intéressant. Et puis, sur la marge commerciale, 30% des répondants, il apparaît une augmentation de la marge commerciale. Donc, en plus d'être un bon levier interne et maintenant d'être un bon levier commercial, c'est aussi un outil qui va nous permettre de répondre à la réglementation. Et là, je vais redonner la main à Yves qui va vous parler des différents cadres réglementaires. Merci Owen. Donc oui, donc là, rassurez-vous, on va pas revoir en détail toutes les réglementations, mais c'est vous expliquer un peu aussi qu'il y a de la réglementation qui va apparaître ou qui est déjà présente, qui va vous inciter à travailler sur l'impact environnemental de vos produits ou de l'activité de votre entreprise au sens large. Ce qu'on peut dire, c'est que les réglementations à venir vont s'appuyer sur 3 piliers qui vont être essentiels dans la vision ou on va dire la conception d'un produit dans les années à venir. Il y a l'aspect sécurité, avec notamment la santé, l'environnement, la biodiversité. Donc, c'est ce qu'on va appeler la pertinence sociétale, acceptation par le consommateur. On a l'aspect circularité, donc ça c'est le deuxième pilier, où là on parle durable, de notion de durabilité. Alors durable, c'est le temps d'usage du produit. Il y a la réutilisation, réparation, le recyclage et bien sûr les ressources avec des alternatives aux pétrosourcées, mais c'est là qu'on va trouver en fait la mise en avant des matières plastiques recyclées. Et là, on verra aussi, c'est aussi l'intérêt de ces matières-là pour réduire l'empreinte environnementale des produits. Hormis, et puis en plus, bien sûr, il y a les alternatives biosourcées qui existent. Donc là, on va parler de la notion de pertinence plutôt environnementale. Mais ces 2 piliers essentiels ne doivent pas se faire au détriment, comme le disait tout à l'heure Ewen, de l'aspect économique ou technique. S'il y a notamment un aspect de notion d'usage, on doit avoir un design, on doit avoir des propriétés, des fonctions des fonctionnalités qui répondent toujours aux besoins du consommateur. Donc voilà, et on doit toujours avoir des produits qui soient facilement, qui soient rentables, qui soient commercialisables et compétitifs par rapport à d'autres solutions. Et puis on doit aussi, dans cette notion-là, il y a aussi la manière dont on fabrique les produits. Alors ça va du process de transformation jusqu'au process de finition, d'assemblage, de désassemblage. Voilà, il y a toutes ces notions-là qui vont rentrer là-dedans et c'est ce qu'on appelle la notion de pertinence industrielle. Donc, les réglementations, on voit que la tendance va s'appuyer en gros sur ces 3 leviers et les réglementations à venir, voilà, il faudra prendre en compte ces effets-là. Et on le voit déjà au niveau des
au niveau français, des REP, hein, donc les responsabilités élargies du producteur, avec un élargissement. Aujourd'hui, on a essentiellement la poubelle jaune qui est devant vos habitations, qui concerne les emballages ménagers, mais il y a une accélération pour ouvrir d'autres filières comme le bateau, le bâtiment, le bricolage jardin, jouets, sport et loisirs, où là, l'ameublement. Donc ça, c'est des REP qui se mettent en place ou qui sont déjà en place, mais qui sont en train de se mettre en place, de se finaliser, où là, en fait, il y aura des incitations avec des bonus ou des malus en fonction de votre produit, s'il est éco-conçu, recyclable, s'il contient des matières plastiques recyclables dans leur composition. Donc voilà, il y a des incitations financières qui vont être mises en place pour faciliter en fait d'aller de plus en plus vers des produits éco-responsables. Tu peux passer. Voilà. Il y a aussi au niveau européen, donc il y a un document de travail qui est depuis juin 2024, mais qui essaye de donner, en fait, d'étendre l'éco-conception à presque tous les produits qui seront mis sur le marché. Donc là, l'idée, c'est d'avoir des exigences d'éco-conception et d'acceptabilité qui pourront en fonction des différents marchés. C'est le but de ce document de travail, c'est d'harmoniser les exigences au niveau européen et de favoriser des produits plus durables, et réparables et recyclables. Donc, c'est d'augmenter le taux de circularité des matériaux, de réduire l'impact environnemental et bien sûr de définir des critères obligatoires. Donc ça, c'est encore un document de travail, mais on voit quand même qu'il y a, au niveau européen, il y a des incitations à aller vers des produits de plus en plus éco-conçus. Après, on a les notions de passeport numérique pour faire la traçabilité. Et puis, on retrouve les aspects substance et impact sur l'environnement aussi dans ce document de travail. Donc, c'est un document de travail, mais qui, aujourd'hui, est en train de travailler au fur et à mesure, de revues qui risquent de déboucher sur une réglementation à terme. Donc, on voit quand même qu'il y a une incitation et qu'il y aura des incitations obligatoires de ce côté-là. Au niveau, au niveau donc des matières plastiques recyclées, donc il y a un projet d'arrêté au niveau français concernant une prime à l'intégration de matières plastiques recyclées. Alors, elle n'est encore pas passée. Il y a un article, il y a des liens en fait en bas de la page qui sont cliquables. Ça vous donne les liens vers les informations un peu plus complètes. Donc voilà, l'idée de ce dispositif, c'est d'inciter l'intégration, l'incorporation, en plus des REP d'intégration de ces matières plastiques recyclées avec une prime à la tonne en fonction des types de matières et des quantités que vous allez mettre dans votre produit. Voilà. Donc, normalement, elle devrait être mise en œuvre au 1er janvier 2026, mais à voir. Et puis, on a un projet de règlement aussi qui est en train de se mettre en place sur l'éco-construction à la fin de vie des véhicules. Donc là, ça concerne les gens qui sont sur le secteur de l'automobile, avec notamment améliorer la circularité dans la conception des véhicules, notamment avec des notions de réutilisable, de recyclabilité, de valorisation en fin de vie. Donc, avec une restriction des substances dangereuses, donc là, on rejoint la dimension éco-conception, et avec des taux minimum de matières plastiques recyclées. Donc là, et puis avec justement un objectif de mieux réutiliser, de mieux recycler et de mieux valoriser ces VHU en fin de vie. Voilà. Donc ça, c'est aussi un projet qui est en cours de construction, mais on voit que quand même, il y a des réglementations qui sont en train de se mettre, et spécifiquement en fonction du marché sur lequel vous allez être acteur. Et puis pour finir, c'est un petit témoignage de la directrice RSE de SGH Médical. En fait, on lui a demandé, c'est une entreprise qu'on a accompagnée dans cette démarche de transition écologique, on va dire. Donc voilà, l'idée c'est qu'eux, elle nous a fait un petit retour en disant que il faut à un moment donné, pour commencer à travailler dans cette démarche-là, et de s'engager dans une démarche de transition écologique, c'est déjà de fixer des points de départ. Donc, c'est de faire un bilan carbone pour avoir vraiment un point de départ sur l'impact global sur l'entreprise, et de notamment utiliser aussi les ACV, l'outil d'ACV, pour faire un peu un point de départ, fixer un point de départ sur l'impact environnemental du produit, et voir et imaginer les pistes d'amélioration.
Donc, chez eux, c'était une démarche interne, voilà, qui s'était soutenue par la direction. C'était une volonté de la direction. Bon, les clients apprécient justement cette démarche. Mais quand on regarde au niveau des entreprises que IPC a accompagnées, 64% des démarches environnementales, et notamment d'éco-conception ou d'intégration de matières plastiques recyclées, ont été, ce sont des démarches internes liées à l'innovation et à une volonté d'aller vers dans cet axe-là, de s'améliorer. Et puis, il y a l'aspect client qui est aussi à 25%. Et puis après, à 11%, la réglementation. On voit que la réglementation, c'est une incitation, mais ce n'est pas forcément aujourd'hui le vecteur déclencheur dans l'engagement des entreprises dans cette démarche de transition écologique. Ce qui pourrait être amené à changer, justement, vu tous les nouveaux projets de règlement qui arrivent, finalement. Maintenant qu'on a parlé un petit peu du pourquoi, on va parler du comment. Donc, le comment agir, on l'a découpé en 3 étapes. Une première étape qui va être d'identifier et comprendre, une deuxième étape qui va être de réduire, du coup, et une dernière étape qui sera de suivre et de valoriser. Alors, première étape, identifier et comprendre. Comment on le fait? Eh bien, on va pouvoir le faire avec 2 outils principaux, on va dire. Le premier, ça va être le BGES. Le BGES, c'est le bilan carbone, c'est le bilan de gaz à effet de serre. C'est un outil, alors qui est certes réglementaire pour certaines entreprises en fonction de votre taille, mais c'est bien un outil stratégique qui permet de mesurer, suivre et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va faire des collectes de données et des mesures sur différents périmètres qu'on va appeler les scopes 1, 2 et 3. Et on va s'en servir comme d'une base de pilotage pour identifier les pôles sur lesquels il faut avoir de la réduction d'impact, répondre aux obligations réglementaires, et puis derrière avoir un objectif, un plan d'action pour une transition bas carbone. Alors, quelques exemples de pôles sur lesquels on va travailler. On va travailler sur les intrants de biens et de matières. Donc, voilà, quels sont, j'achète du granulé, j'achète des composants chimiques, etc. On va regarder le pôle d'énergie. Donc, qu'est-ce que mon entreprise consomme, et quel type d'énergie et pour faire quoi, etc. On va regarder les déchets. On va regarder la fin de vie de mes produits. Donc là, ça fait à nouveau le lien avec les REP. On va regarder le fret, les déplacements des employés, etc., etc. Cet outil, là, il est porté par l'ABC, l'Association pour la transition bas carbone. C'est eux qui ont le trademark sur l'appellation bilan carbone. Le terme générique, c'est donc BGES. Et on a aussi BPI France qui propose un diagnostic. Vous avez ça avec Diag, donc là, c'est de décarbonation, qui est du coup l'accompagnement à la réalisation de son premier BGES, qui du coup bénéficie d'un taux de financement intéressant. Alors, ce n'est pas trop le sujet aujourd'hui, comme on est plutôt focus éco-conception sur les dispositifs, mais sachez que voilà, celui-là existe aussi. Vous pouvez nous poser la question si vous voulez en savoir plus. Donc voilà, le BGES, premier outil, une approche plutôt entreprise, donc on va dire macro, sur tous les entrants et sortants de mon entreprise. Mon deuxième outil complémentaire, ça va être l'ACV. L'ACV pour analyse du cycle de vie. Après avoir vu une version entreprise, là, on va s'attaquer à une version produit. Et donc, ça va être une méthode, un outil pour évaluer les impacts de mon produit. C'est une méthode qu'on va qualifier de multi-étapes parce qu'on va suivre le cycle de vie. Le cycle de vie, c'est ce cercle à droite qui va en fait reprendre les différentes étapes de la vie d'un produit, donc les matières premières, la fabrication, la distribution, l'usage et la fin de vie. On va chercher à utiliser l'ACV pour quantifier les impacts environnementaux sur toutes ces étapes du cycle de vie. C'est aussi un outil qu'on va appeler multicritère. Multicritère parce que le BGES contrôle uniquement vos émissions de gaz à effet de serre. On va parler de CO2 pour faire ça. Et l'ACV va gérer plein d'autres critères en plus du CO2. En fonction des méthodes utilisées, voilà, il y en a une douzaine ou plutôt 16. Chez IPC, on suit la Commission européenne qui en utilise 16. Et donc, on va regarder les ressources fossiles, on va regarder l'acidification des océans, on va regarder l'eutrophication, etc. etc. Donc, on va contrôler 16 critères d'impact environnemental, en plus du coup du changement climatique et donc du CO2. L'ACV, c'est utilisé comme outil d'aide à la décision, ou alors, bon, en fonction de son usage, il y a différentes fonctions, mais généralement comme outil d'aide à la décision sur la conception de produits. On va vouloir comparer des scénarios, faire voilà, changer des paramètres, etc., pour essayer d'améliorer la conception et d'orienter nos choix derrière stratégiques pour avoir le produit le plus durable possible.
Donc, je ne rentre pas dans le détail de tous les outils qui existent. Voilà, il y a beaucoup de versions avec beaucoup de niveaux d'accessibilité. On en a un chez IPC qui est C3R Impact, qui est plutôt user-friendly et dédié à la plasturgie, mais voilà, il y a un grand pool d'outils qui sont disponibles pour réaliser de la CV, soit en interne, soit en sous-traitance. Alors, en petite synthèse, comment j'identifie, comment je comprends mes impacts? J'ai deux approches. J'ai une approche produit et j'ai une approche organisationnelle. Avec une approche produit, je suis multi-critères, multi-étapes et je travaille directement sur la conception de mes produits. Et donc là, j'utilise la CV. Et pour l'organisationnel, on travaille sur du monocritère avec seulement les émissions de gaz à effet de serre. Et derrière, c'est plutôt un plan de réduction à l'échelle de l'entreprise et qui va prendre en compte d'autres éléments qui ne sont pas liés au produit. On va penser à la mobilité des employés, aux fret, etc., etc. Ces deux outils sont complémentaires. Hein. Si je fais de la CV, je peux faire du BGS et vice-versa. Les deux ne sont, ils sont pas exclusifs, mais les deux alimentent une démarche d'éco-conception. C'est-à-dire que pour capitaliser sur ce que j'ai fait en ACV et en BGS, automatiquement, je me retrouve dans une démarche d'éco-conception. Ça va avec. Et pareil, la démarche d'éco-conception s'appuie sur ces deux outils pour chiffrer les différentes choses que je mets en place. Donc voilà, ce sont vraiment deux outils au service d'une démarche qui va être l'éco-conception. Alors maintenant, l'éco-conception, c'est quoi concrètement? On n'a pas encore donné de définition. Alors, l'éco-conception, d'après la 14006, c'est une approche méthodique qui prend en considération les aspects environnementaux dans le processus de conception et de développement, dans le but de réduire les impacts négatifs tout au long du cycle de vie d'un produit ou d'un service. Dans l'idée, c'est quoi? C'est ajouter une nouvelle fonction contrainte dans mon cahier des charges qui sera bas impact environnemental. J'avais une contrainte méca, j'avais une contrainte de résistance à la corrosion, je ne sais pas. J'ai ajouté une nouvelle contrainte qui va du coup être mon impact environnemental. Et ce, dès la partie de conception et de développement de mon produit. C'est juste intégrer cette nouvelle fonction contrainte dans mon développement. Comment se déroule une démarche? Eh bien, c'est illustré par ce graphique à gauche. Une démarche qui est multi-étape. On va commencer par contextualiser, cadrer. À chaque produit, chaque secteur, il y a un contexte réglementaire, il y a un contexte de marché, il y a un contexte de concurrence. Et donc, systématiquement, il faut ancrer les démarches d'éco-conception dans le contexte de l'entreprise et de ses enjeux. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir procéder à une évaluation environnementale d'une situation de référence. Dans l'idée, c'est j'avais un produit A, je voudrais un produit B qui soit éco-conçu. Je commence par regarder quels sont les points forts et les points faibles de mon produit A avec une évaluation environnementale. Je peux le faire avec de la CV, je peux le faire avec d'autres outils qui sont plus faciles à la mise en œuvre, mais on commence par faire une évaluation de la situation de référence. Une fois que j'ai compris ma situation de référence, je vais chercher des pistes d'éco-conception. Ici, ce qu'on sous-entend, ça va être du brainstorming, ça va être de l'idéation, ça va être de l'échange, et on va être dans une démarche très exploratoire. Pour trouver des pistes d'éco-conception, on peut s'appuyer sur des choses comme les 3 R que vous devez tous connaître aujourd'hui. Donc la stratégie 3 R, c'est 3 pôles, c'est 3 axes. C'est l'axe reuse, donc le réemploi. C'est l'axe reduce, réduire, la réduction des matières, des énergies, etc., des déchets. Et puis l'axe recycle, donc recyclage, recyclabilité, valorisation en fin de vie. Donc voilà, pour chercher des pistes d'éco-conception, je peux balayer ces 3 pôles et voir, est-ce que j'ai réussi à optimiser ma quantité de matière, mon énergie? Est-ce que j'ai mis en place du réemploi? Est-ce que je suis recyclable en fin de vie, etc. Et donc tout ça, ça va me générer des pistes d'éco-conception. Une fois que j'ai mes pistes, il va falloir que je fasse un choix, une décision. Je ne peux pas tout mettre en œuvre. Il y en a qui sont plus ou moins intéressantes en termes de coûts, qui sont plus ou moins simples à mettre en œuvre, qui sont plus ou moins intéressantes en termes d'impact environnemental. Et donc, il faut avoir une approche de compromis et faire une décision parmi toutes les pistes pour voir laquelle je souhaite mettre en œuvre. Une fois que j'ai choisi, je vais pouvoir faire une nouvelle évaluation environnementale. Je vais comparer ma nouvelle solution à ma solution de référence pour vérifier que j'ai bien fait une réduction de mon impact. Si je n'ai pas fait de réduction de mon impact, on s'est un peu raté, ce n'est pas la bonne solution, et donc potentiellement c'était une fausse bonne idée, une idée reçue, ce qui arrive très régulièrement. Hein, on se dit, ce serait une super idée de switcher, de transitionner de cette solution à cette solution innovante. Parfois la solution innovante, elle est à plus fort impact. Et une fois que j'ai fait tout ça, on peut envisager une mise sur le marché et on peut communiquer sur le produit pour valoriser notre démarche. Donc, en synthèse, l'éco-conception, ça va être une démarche préventive et innovante, levier d'innovation à nouveau, pour réduire les impacts négatifs sur l'ensemble du cycle de vie.
Systématiquement, je le répète encore, hein, on veut conserver les qualités d'usage. L'éco-conception, ce n'est jamais au détriment de la fonctionnalité ou de la performance d'un produit. Si j'ai réduit ma performance au profit de l'impact environnemental, c'est une erreur. Mon produit ne sera pas intéressant sur le marché derrière. L'objectif, c'est de conserver les qualités d'usage, voire même de les augmenter. Et en complément et en synergie, on réduit notre impact environnemental. C'est possible de faire les deux. Si je dois donner quelques exemples du coup de pistes d'éco-conception, pour faire le lien un peu cycle de vie, donc on peut chercher à mieux concevoir. Mieux concevoir, ça va être chercher à alléger les produits, ça va être de réduire la matière qui rentre dans ma conception, ça va être d'utiliser des matériaux à bas impact, donc des matériaux recyclés, des matériaux biosourcés, et puis on va chercher à réfléchir en monomatériaux pour faciliter le recyclage. Vous le savez, hein, la recyclabilité, c'est pas trivial, il faut que la filière existe, il faut que mon produit soit triable, soit démontable, etc. Et donc, une manière de faciliter le recyclage, c'est de travailler en monomatériaux. On va chercher aussi à faciliter le démontage, la réparabilité, la modularité, etc., etc. Tout ça dans un objectif de prolonger la durabilité, donc la durée de vie du produit. Ensuite, on va chercher à mieux produire, donc on va améliorer l'efficacité énergétique, on va réduire les pertes matières, les déchets, etc., etc. On va pouvoir intégrer des outils numériques, hein, donc de l'optimisation, de la simulation, de la rhéologie, pour améliorer les procédés. Et enfin, on va chercher à boucler la boucle. Donc, on va travailler sur nos emballages. On va pouvoir appliquer les 3 R à nouveau sur les emballages, réduire, réutiliser et recycler. On va favoriser le réemploi, la seconde vie, la location, le partage. Donc, c'est un peu tout ce qui est économie de fonctionnalité et donc tout ce qui fait partie du modèle d'économie circulaire. Et donc, ce questionnement-là, en fait, on peut l'appliquer à chaque étape du cycle de vie avec différents outils derrière techniques pour valider les mises en œuvre. Donc là, on va penser à tout ce qui est certification, donc sur les NPR, sur la recyclabilité, sur le réemployable, sur la biodégradation, etc., etc. Tout ça, c'est pour certifier et valider les différents axes que l'on a identifiés. Et enfin, une fois que j'ai fait ma démarche, eh bien, il faut suivre et valoriser. Pourquoi suivre? C'est parce que la démarche d'éco-conception, ça ne se fait pas c'est pas du one shot. C'est quelque chose qui se fait en démarche continue et c'est une vraie stratégie d'entreprise. Et donc, pour que ce soit une démarche continue et long terme, il faut mettre en place des indicateurs fiables pour suivre comment évoluent mes conceptions de produits, comment évolue mon impact en tant qu'entreprise, etc. Donc, on va chercher à actualiser nos bilans ACV et BGS, bilan GES plutôt, pour mesurer les progrès, identifier de nouveaux leviers, etc. Ça nous permet d'activer une stratégie RSE qu'on peut communiquer derrière auprès de nos clients, de nos partenaires et puis des collaborateurs. Et du coup, on est sur quelque chose qui a une vraie synergie et qui est un cercle virtueux permanent avec ce côté stratégie entreprise. Pour communiquer, pour valoriser, il y a différentes solutions. On en a mis quelques-unes ici, alors qui sont parfois fortement liées à l'ACV, mais ce n'est pas forcément le cas. Mais en tout cas, c'est pour vous donner un petit peu le contexte normatif associé à la communication environnementale. On va distinguer 4 formats de communication environnementale. Le premier, c'est l'écolabel. Je pense qu'un qui est très connu des consommateurs, c'est l'écolabel européen, qui est un vrai gage de qualité et puis d'engagement. En tout cas, il jouit d'une vraie confiance des consommateurs. Donc, l'écolabel, c'est une manière de démontrer votre démarche bas impact. Ensuite, on va voir l'autodéclaration. C'est le format qui est un petit peu le plus faible parce que celui qui est le plus, disons que c'est celui qui est le plus à même d'être, il est moins encadré, on va dire. Voilà, il est moins encadré, c'est-à-dire qu'on peut un peu auto-déclarer n'importe quoi. Donc, il est moins robuste parce qu'il n'y a pas de tiers qui intervient, etc. Donc, c'est une solution, mais ce n'est pas celle qu'on privilégie. Et il y a quand même la norme 14021 qui donne les bonnes pratiques, les bonnes recommandations. Ensuite, pour les produits, on va penser aux écoprofils. Les écoprofils, c'est une sorte de carte d'identité, une sorte de fiche technique pour votre impact environnemental. Donc, c'est un document assez technique qui est chiffré, alors qui n'est pas très accessible pour des consommateurs, mais pour un client industriel, c'est un langage qui va lui parler. C'est une manière d'être très crédible dans votre démarche d'impact environnemental. Et enfin, on va avoir quelque chose qui s'appelle l'affichage environnemental. L'affichage environnemental, ça va être des étiquettes de score. Donc, ça va être des équivalents Nutri-Score ou efficacité énergétique pour tous sur les appareils électroménagers. Donc, ça va être ce format-là avec une note A, B, C, D, E. Et puis, on va essayer de mettre un curseur sur mon produit. Est-ce que c'est plutôt une note de A, de B, de C,
etc., etc. Donc voilà, différents formats qui existent, qui sont plus ou moins complexes, plus ou moins accessibles, qui vous permettent voilà, de vous appuyer et de crédibiliser votre valorisation et votre communication. Maintenant qu'on a fait le comment, on va voir le comment se financer. Et je passe la main à Yves du coup. Oui, donc aujourd'hui, bon, voilà, on voit vous avez en fait des leviers d'action, hein, aussi bien l'éco-conception, l'incorporation de matières plastiques recyclées. Voilà, vous avez des pistes qui vous permettent en fait de travailler sur l'impact environnemental de vos produits. Donc, si vous avez un projet, il faut savoir qu'il y a des dispositifs qui existent, hein, et c'est le cadre de notre convention que l'on a avec l'ADEME, hein, c'est la promotion de ces dispositifs qui sont mis en avant. Donc, on va voir dans un premier temps le dispositif Ormat 2025, qui concerne l'incorporation ou le recyclage de matières plastiques recyclées ou de produits de manière en plastique en fin de vie. Et on fera aussi un focus sur les dispositifs liés à l'éco-conception, parce que cette démarche d'éco-conception pourrait être financée. Donc, concernant Ormat, donc on va vous faire un petit. Voilà. Donc, Ormat, c'est un dispositif qui vous permet en fait de travailler sur donc soit la production, de finalité, c'est soit la production de matières plastiques recyclées. Donc là, en fait, on a des produits en fin de vie. On doit alors soit c'est de mettre après, de travailler sur ces produits pour en faire une matière plastique recyclée disponible, soit à la commercialisation, soit pour votre propre usage. Donc il y a les deux philosophies qui sont derrière cette production de matière plastique recyclée. Et puis après, il y a l'incorporation, donc qui concerne beaucoup plus les entreprises de plasturgie transformatrices de matière plastique. Donc, ce dispositif est accessible à toute typologie d'entreprise, hein, et que ce soit des préparateurs, des recycleurs, des transformateurs, donc, et metteurs sur le marché dans certains cas, notamment quand on parle de matières plastiques recyclées. Et on peut être sur des projets multipartenaires aussi. Voilà. Donc ça, c'est. Donc, il y a, comme je disais, dans ce produit-là, quel que soit sur la production, soit sur l'incorporation, on a deux axes qui sont possibles en termes d'accompagnement. On a un premier niveau qui est l'axe 1, qui est le diagnostic, l'étude, les tests de performance. Donc là, c'est des dépenses qui sont plafonnées à 100 000 € pour les études, 50 000 € pour les diagnostics, avec des taux d'intervention de 60 à 80% sur la taille de l'entreprise. Bien sûr, 80% étant réservés aux plus petites entreprises et 60 aux grands. Donc, au niveau de ces études diagnostiques, en fait, à un moment donné, c'est de voir la faisabilité. Par exemple, vous avez un sourcing de produits plastiques que vous voulez, ou de matières plastiques que vous voulez intégrer dans la fabrication d'un nouveau produit ou d'un produit existant. Ça vous permet en fait de faire des tests d'incorporation, de seuil d'incorporation, hein, parce que voilà, est-ce que je peux en mettre 10, 20, 30, 40% sans changer les cahiers des charges, parce que c'est aussi l'objectif, hein, parce que c'est le principe de l'éco-conception, c'est qu'à un moment donné, vous ne devez pas changer l'usage du produit. Donc ça, c'est des études qui peuvent être mises dessus. Valider que ça passera bien les normes auxquelles le produit doit répondre. Ça peut être aussi de faire des études ou de valider des investissements. Donc ça aussi, c'est intéressant. Si par exemple vous hésitez sur les possibilités, sur des types de machines que vous souhaitez incorporer dans votre processus interne, ça vous permet en fait de pouvoir faire des tests. Et puis bien sûr, il y a aussi tout ce qui va être test de performance et expérimentation sur les produits, voilà, donc les tests de laboratoire. Et voilà, donc tout ça, c'est pris en charge. Donc ça peut être pris en charge par le dispositif. Après, en fonction et on verra aussi en fonction après des types de matières et d'intérêts qui sont beaucoup plus éligibles. Après, on a l'axe 2, donc c'est l'investissement sur l'outil de production. Non, il faut rester. Ouais. Donc là, ça concerne en fait tous les moyens voilà, si vous voulez incorporer ou recycler des produits en fin de vie, c'est des moyens ça vous permet de financer les moyens qui vous sont nécessaires pour arriver à incorporer ou à travailler sur de la production de matières plastiques recyclées. Donc là, on est sur de la création, de l'augmentation de capacité. Donc ça peut être soit une ligne existante, hein, une ligne de production existante qu'on veut améliorer.
ou soit ça peut être une nouvelle ligne de production. Imaginons que vous êtes dans un site où vous faites des produits pour l'agroalimentaire ou autre, vous n'avez pas forcément capacité à passer du recyclé sur votre ligne de produit, vos lignes de production existantes. Bah, vous avez la possibilité de pouvoir installer une nouvelle ligne de production qui vous permettent en fait de pouvoir intégrer des recyclés dans un nouveau produit. Donc là, on est sur des dépenses plafonnées à 2 millions d'euros. Donc c'est l'enveloppe globale d'investissement, et avec des taux d'intervention qui vont de 40 à 60% en fonction de la taille de l'entreprise, avec toujours 60% pour les petites entreprises et 40% pour les grandes. Donc voilà, et c'est bien de la subvention. Donc voilà, et donc c'est pas des avances remboursables, c'est bien de la subvention qui vous permettent en fait de financer ces deux axes, donc soit études, soit investissement. Au niveau du relevé, donc la prochaine date, c'est le 6 octobre. Donc voilà, pour le dépôt du dossier sur la plateforme de l'ADEME. Donc, point important à retenir, donc, si vous êtes déjà sur des filières REP, c'est-à-dire comme on l'a vu tout à l'heure, donc il faudra justifier d'une adhésion à un éco-organisme. Donc, ça, c'est une des conditions d'accès au dispositif. Tout ce qui est lié à du recyclage par voie chimique ou pyrolyse, ce n'est pas éligible. Et les projets qui seront le plus favorisés, ce sont ceux qui portent sur des déchets post-consommation par rapport à des pré-consommation, donc le post-industriel, pour le langage qu'on utilise dans la profession. Donc, voilà, l'idée, c'est de favoriser de plus en plus le post-consommation, et c'est la philosophie de ce dispositif. Et il y a des exceptions sur les chutes internes, parce que normalement les chutes internes ne sont pas reconnues, à part sur certaines matières, et c'est restreint à des matières spécifiques. Donc là, il y en a quelques-unes sont citées, BS, PS, PLA, à condition de montrer qu'il n'y a pas de filière et de recyclage existantes aujourd'hui, et donc les rebuts de production pourront être pris en considération dans le dispositif format. Et bien sûr, à un moment donné, il faudra aussi montrer qu'on a des vrais gains sur les impacts environnementaux, donc du fait de l'incorporation. Donc ça veut dire qu'il y aura un renforcement des critères environnementaux. Donc il faudra justifier de la baisse d'impact ou de l'amélioration des impacts, on va dire, environnementaux liés au fait qu'on incorpore ou qu'on recycle des produits en fin de vie. Et il y aura aussi des enjeux HSE et sécurité industrielle. Donc, ça veut dire, donc là, c'est pareil, il faudra montrer que l'entreprise, elle a bien pris en compte tous ces aspects-là dans le montage de son dossier. Et sur les technologies, aussi bien d'incorporation que sur les technologies liées au recyclage des matières plastiques, il faudra faire une preuve d'une maturité technique du projet, donc soit par des études antérieures, donc soit des tests de laboratoire, sur des lettres d'intention du client, voilà, qui se montre qu'il y a un intérêt pour le projet, à la fois économique et qui a une vraie maturité technique qui est maîtrisée par l'entreprise. Donc là, il faudra ramener ces preuves-là pour pouvoir être éligible au dispositif format également. Donc en cas d'usage, je vous donne quelques cas d'usage, c'est des dossiers qu'on a accompagné. Donc, voilà, il y a l'étude du potentiel d'un sourcing. Voilà, c'est des sortes d'études qu'on peut mettre en place. Comme je disais, de matières plastiques recyclées par rapport à mon cahier des charges. La validation de la qualité d'un sourcing de matières recyclées. Donc ça, c'est au niveau des études qui peuvent être acceptées. Étude du seuil d'intégration, voilà, ISO cahier des charges, et validation des performances obtenues sur le produit. Des validations des équipements à investissement. Ça, c'est important, et surtout quand vous êtes sur des techniques voilà, qui peuvent être très avancées ou particulières. C'est important de pouvoir valider avant les investissements, et l'ADEME le demandera de toute manière. Amélioration d'une ligne de production, comme je disais, pour incorporer plus de matières recyclées, ou pour, si vous êtes primo-accédant à la technologie, voilà, peut-être d'avoir, par exemple, au niveau, si on prend une presse à injecter, d'avoir double trémie pour pouvoir injecter du vierge et du recyclé en même temps. Voilà. Donc, c'est investissement dans des équipements périphériques et complémentaires aux moyens existants.
donc aujourd'hui sur la ligne. Et puis, comme je disais, il y a aussi le cas de création d'une ligne de production spécifique pour intégrer les matières recyclées dans un produit. Si l'entreprise, soit les moyens qu'elle a en interne ne le permettent pas, soit de devoir, soit c'est sur la création d'une nouvelle activité avec un développement de nouveaux produits. Ouais. Très bien. Et du coup, je vais passer au dispositif éco-conception. Donc, on va en regarder 4 qui sont hiérarchisés, on va dire, par niveau de maturité. On va aller du plus simple et du plus accessible à la mise en œuvre de plus en plus complexe et voilà, plus industrielle. Donc, notre premier dispositif, c'est le dispositif tremplin pour la transition écologique. C'est un dispositif qui va vous permettre de financer vos premiers pas en éco-conception. En termes de cible, le dispositif il est pensé uniquement pour les TPE et les PME. Vous verrez dans les slides téléchargés, on a mis des rappels là sur voilà, comment catégoriser les différentes tailles d'entreprise. Donc, l'objectif de ce dispositif, c'est de se familiariser à l'éco-conception. On va chercher à sensibiliser les équipes internes, à faire un état des lieux et établir un premier plan d'action chiffré et actionnable lié à votre démarche. En termes d'aide, elles sont plafonnées à un montant de 5 000 € et ça représente 70% en taux d'aide, c'est 70% de subvention jusqu'à 80% pour les TPE. Et donc là, on a les dépôts jusqu'au 31 décembre 2025. Pour illustrer un peu ce que cela peut contenir, les premiers pas éco-conception, on vous a mis différentes options avec IPC. Donc, on a une option 1 qui est vraiment axée sur la conception du produit et sur les leviers que l'on peut activer. Et donc, ça va être l'objectif d'initier une première démarche structurante. On va avoir une première phase qui est avec le cadrage, j'en parlais tout à l'heure, il faut toujours se mettre dans le contexte de l'entreprise. Donc, on va sensibiliser et former les équipes aux différents enjeux et puis on va regarder comment se positionne le produit à l'étude dans un contexte réglementaire. Et ensuite, on va voir la partie plutôt étude du produit. Donc, on va faire un diagnostic. Ce diagnostic, ça va être de regarder, OK, quels sont les leviers que j'active aujourd'hui et quels sont ceux que je n'active pas et pourquoi. Ensuite, on va faire un benchmark de ce qui existe sur le marché. Potentiellement, vous avez des concurrents qui ont activé tel ou tel levier et du coup, les trouver, les illustrer nous permet de avoir des idées de qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, nous, de notre côté. Donc, ça va permettre d'identifier des pistes d'amélioration et derrière ces pistes, on va les classer, les hiérarchiser avec une synthèse qualitative, donc selon facilité de mise en œuvre, les coûts, potentiel d'impact environnemental, etc., etc. La deuxième option, elle est plus axée ACV. Dans l'idée, ça va être d'orienter un choix de conception avec une preuve chiffrée au moyen de l'ACV. Donc, on va retrouver la même phase de cadrage, elle est identique à l'option 1, mais cette fois-ci, on va faire une modélisation du produit à l'étude. Donc là, c'est nous qui allons le faire. On fait une modélisation simplifiée du produit avec notre outil C3R Impact. On identifie les principaux postes d'impact environnemental. Ça nous permet de concentrer nos efforts là où il y a le plus de potentiel. Derrière, on va pouvoir tester des scénarios. Donc, intégrer de la matière première recyclée, augmenter mon taux de recyclage, changer de matériaux, réduire mon nombre de composants, améliorer mes procédés, etc., etc. On va pouvoir tester des scénarios. Et derrière, à nouveau, on va avoir une synthèse, cette fois-ci chiffrée et hiérarchisée sur les différents scénarios pour orienter un choix technique ou de R&D. Sur ces deux formats-là, la petite plus-value quand même chez IPC, c'est qu'on a notre outil interne d'ACV et donc on pourra mettre à disposition une version démo, on va dire, pendant 1 mois à cet outil qui est normalement sous licence. Et donc ça permet d'un petit peu de capitaliser sur l'étude et de pouvoir manipuler quelque chose directement à la suite de la démarche. Et option 3, évidemment, il y a quelque chose de sur mesure qui est faisable en fonction de vos besoins, de vos demandes. On peut construire quelque chose qui répond spécifiquement à vos besoins et à vos enjeux. Donc, concrètement, le taux d'aide et le montant plafonné, ça représente 5 à 7 jours d'accompagnement et on vous accompagne évidemment au montage de votre dossier. C'est une offre tout en main, finalement. Il n'y a plus rien à faire. Notre deuxième dispositif, cette fois-ci, il est porté par BPI France, d'où le changement de couleur.
Bon, il y a toujours le lien avec l'ADEME, hein, évidemment, mais on est vraiment sur un diag porté par BPI, où on est expert référencé. Il est à nouveau ciblé TPE-PME. Et dans la philosophie, c'est un peu la même approche que pour Tremplin, mais en plus gros. Donc, vous voyez, on est sur 18 jours d'intervention, ici, répartis sur, on va dire, une demi-année. Et là, on va vouloir dérouler une démarche complète. Dans l'idée Tremplin, les deux options, c'est deux petits bouts d'une démarche d'éco-conception. Avec le diag de BPI, ça va être une démarche complète. Donc, ça va être tout ce que je vous ai présenté dans les slides précédemment. Donc, on va contextualiser, on va sensibiliser, on va former, on va faire de la CV, on va faire de l'idéation, du brainstorming, on va refaire de la CV, on va préparer une mise en œuvre avec un chiffrage technico-économique et on va communiquer, valoriser. Donc, on est sur un dispositif qui est beaucoup plus large déjà, mais qui est extrêmement complet. Dans l'idée, c'est la définition même d'une démarche de conception. Et donc, s'engager sur un diag BPI France, c'est voilà, un vrai engagement vers une démarche éco-conception et une vraie démarche stratégique. En termes de reste à charge, hein, donc les taux d'aide varient de 60-70% en fonction de la taille de l'entreprise, comme d'habitude. Donc, on a un reste à charge entre 5 000 et 7 000 euros selon le taux de subvention. Maintenant, le troisième dispositif, il a un lien très fort avec le diag précédent. Cette fois-ci, il est adressé à toute typologie d'entreprise et ça va être un dispositif qui va vous permettre de faire deux étapes. Première étape, diagnostic éco-conception. En fait, on va appliquer exactement la même méthode que pour le diag de BPI France. La seule différence, c'est qu'ici, il sera applicable aussi aux plus grosses entreprises. Et quand on va vouloir l'appliquer aux plus grosses entreprises, potentiellement l'accompagnement à prévoir est plus large. Et donc, voilà, le diag précédent, il est cadré, il est limité à 18 jours. Les montants ne sont pas variables. Ici, le diag sera un peu plus variable selon le challenge de l'entreprise. Donc, première étape, je fais un diag. Deuxième étape, je prépare une mise en œuvre. Donc, à l'issue du diag, je passe à la mise en œuvre. Le diag m'a préparé la mise en œuvre et ensuite, je vais pouvoir passer à la réalisation d'actions. Donc, on va chercher à aller directement dans de la mise sur le marché. Avec ce dispositif-là, on a deux montants différents. On va avoir 50 000 euros pour le diagnostic et 100 000 euros pour la mise en œuvre. Donc, c'est un deux en un, on va dire. Hein. On fait un dispositif, on fait un diag dessus et ensuite, je suis financé pour m'aider à la mise en œuvre. Donc, c'est vraiment très actionnable, c'est vraiment une mise en œuvre concrète. À nouveau, 60 à 80% et à nouveau des dépôts jusqu'au 31 décembre 2025. Et enfin, dernier dispositif qui est un dispositif d'investissement. Donc, à nouveau adressé à toute typologie d'entreprise. Et c'est une fois que j'ai réalisé les études de faisabilité de mise en œuvre, on va se préparer à l'industrialisation. Et donc là, on va avoir une aide plafonnée à 300 000 euros d'aide, garantie d'investissement. Donc, on va avoir de l'investissement plutôt machine, on va avoir du développement expérimental, ou on va avoir de l'innovation de rupture. Et en fonction du type d'investissement que l'on souhaite mettre en œuvre, on a différents taux de financement. Donc, cette dernière étape-là, c'est vraiment le côté, enfin, ce dernier dispositif, c'est vraiment le côté industrialisation des différentes solutions que nous avions identifiées potentiellement avec les autres dispositifs. Donc, il faut vraiment voir ce dispositif comme complémentaire et comme une démarche de maturité. Hein, j'expliquais que la démarche éco-conception, c'était quelque chose de continu et une démarche long terme. Et donc, pour se lancer, on commence par du tremplin. OK, on commence à comprendre comment ça fonctionne. Ensuite, on passe sur un diag, potentiellement avec une mise en œuvre. Et une fois que j'ai identifié mon plan d'action et que je passe sur une mise sur le marché, il me faut des investissements machines, des investissements de travaux R&D. On passe sur le dernier dispositif qui sera de déployer ma solution. Voilà pour les dispositifs. Je rends la main à Yves sur les dernières sections. Donc oui, donc là l'idée c'est qu'on, voilà, comme je vous l'ai dit, on a donc un partenariat avec l'ADEME hein, pour faire la promotion de ces dispositifs, soit d'incorporation ou de recyclage des produits en fin de vie. Donc là c'est le dispositif Format, ou alors on a des dispositifs d'éco-conception. Donc là, donc dans ce cadre de cette convention, on accompagne les industriels à la formalisation et au montage de leur dossier. Donc, pour les aider à passer à l'acte, comme on dit. Donc, on a une première phase, donc on a plusieurs phases d'accompagnement. Donc, on a la première phase, c'est sensibiliser, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, mais on peut aussi, on est à votre écoute pour échanger sur vos sujets, vos projets. Hein.
donc lors de rendez-vous en face à face ou par échange. Et puis après, on peut valider l'éligibilité de votre produit, donc c'est de votre projet du moins. Donc là, c'est soit on réalise un audit de votre projet en lien avec l'entreprise, on va valider l'éligibilité et puis on va voir quel est le dispositif le mieux adapté à votre projet. Et puis, si vous souhaitez aller plus loin, on vous accompagne carrément sur le montage de votre projet. Donc, on accompagne votre projet dans la structuration. On peut vous accompagner aussi sur la recherche de partenaires. Hein, si des fois il y a des études, il y a des fournisseurs. Voilà, c'est des choses sur lesquelles on peut vous accompagner. Et donc, une fois que on vous fait une relecture du dossier, hein, la rédaction, parce que le dossier, c'est quand même vous qui le rédigez. Par contre, nous, on vous accompagne à la rédaction de ce dossier, à la correction et à la validation de ce dossier avant finalisation du dossier sur la plateforme de l'ADEME. Et puis, on est là aussi pour vous aider à agir. Hein. Donc, on peut vous aider en fonction des savoir-faire et des compétences internes à l'IPC, on peut aussi vous aider à passer à l'action. Parce qu'une fois que vous avez eu le financement, on est là aussi pour vous aider, comme on disait, sur la CV, sur le bilan carbone, si on est sur les conceptions, sur l'incorporation de matières plastiques recyclées. Voilà, on est là pour vous aider aussi à passer à l'action. Donc, les 3 premières phases, sensibiliser, valider, construire, sont 100% gratuites pour l'entreprise qui souhaite s'engager dans ces démarches, dans ces dispositifs. Donc, vous avez en bas les contacts. Hein, il y a Julie Perron et moi-même qui sommes là à votre disposition pour vous renseigner sur les dispositifs, pour valider l'éligibilité et vous aider à construire votre dossier et jusqu'à la mise en ligne sur la plateforme de l'ADEME. Après, voilà, je vais vous faire aussi un petit focus sur les outils qui vous permettent au fait de valoriser votre démarche, parce que c'est bien de s'engager, voilà, de vouloir s'engager dans ces démarches, mais à un moment donné, c'est aussi de les valoriser auprès de vos parties prenantes, que ce soit vos fournisseurs, vos clients ou l'écosystème dans lequel vous évoluez, voilà, donc vos actionnaires aussi, s'il y en a. Donc ça, c'est important, voilà, de pouvoir valoriser votre démarche. Alors, première démarche qui est simple, parce que là, c'est de l'autodéclaratif, c'est le label MORE, hein, donc c'est porté par Polivia, donc c'est un label européen qui a été mis en place par Polycert Europe, mais qui aujourd'hui, au niveau national, est porté par Polivia. Vous avez le lien pour y aller. Donc là, vous déclarez en fait les tonnes ou les quantités de matières recyclées que vous utilisez dans vos process internes, quelles que soient les matières. Donc ça, et en contrepartie, vous recevez un petit certificat qui vous permet de montrer que vous utilisez du recyclé dans votre entreprise. Alors, c'est bien un label. Ça n'a pas de valeur juridique, hein, et en fait, c'est de l'autodéclaratif. Mais derrière cette démarche, ce qui est importante, c'est pour IPC et pour Polivia, ça nous permet aussi de valider un peu les quantités de recyclés qui sont utilisées au niveau national, parce que ça, c'est demandé par les pouvoirs publics, et quand on veut défendre la profession, on a besoin de chiffres. Donc, de participer à ce label MORE, ça nous permet en fait, nous, de pouvoir justifier, parce que on a une estimation des quantités de matières plastiques recyclées qui sont utilisées au niveau de la filière plastique et composite. Après, on a un deuxième, là on rentre, donc là c'est de la certification, donc là c'est un processus un peu plus lourd. Donc, on a mis en place en fait un protocole de certification d'incorporation et de matières plastiques recyclées alors soit c'est au niveau d'un site industriel dans sa globalité, si vous avez plusieurs typologies de matières recyclées, soit au niveau d'un produit ou d'une gamme de produits. Donc là, c'est un protocole qu'on a mis en place avec le LNE. Donc, le LNE est donc l'organisme de certification. Ça s'inscrit aussi dans une démarche européenne, hein, avec Polycert. Donc, ça veut dire qu'on a une reconnaissance de cette certification française au niveau Europe. Avec même aujourd'hui, il y a des correspondances qui sont faites avec une certification aux États-Unis, pour une reconnaissance aux États-Unis. Donc, en fait, l'idée, voilà, c'est vous utilisez X% ou X tonnes de recyclé, mais de manière globale, multimatière au niveau d'un site de production. Voilà, vous utilisez la certification qui vous permet de dire j'incorpore X% au niveau ou X tonnes par an de recyclé au niveau de mon site industriel.
Et puis après, vous pouvez le faire au niveau d'un produit ou d'une gamme de produits. Quand je dis un produit ou une gamme de produits, c'est un produit, par exemple, c'est un bidon. Vous avez une déclinaison de ce bidon entre 0,5 litres et 25 litres. Ben, vous avez toute la gamme qui peut être certifiée avec un tampon qui vous permet de valider le pourcentage de recyclé que vous incorporez dans cette gamme de produits. L'avantage de cette certification, ben, c'est qu'en fait, elle ne peut pas être contredite. Hein, c'est une valeur de preuve. Donc, quand vous êtes sur certains marchés, notamment les marchés publics où certains de vos clients peuvent vous le demander, l'avantage de la certification, c'est que voilà, vous prouvez réellement ce que vous faites. Alors, comment ça se déroule? C'est proche d'un audit de qualité. C'est-à-dire qu'on va vérifier vos factures d'achat parce qu'à un moment donné, pour valider que vous incorporez du recyclé dans un produit, on ne peut pas le faire d'un point de vue analyse chimique ou physique pour avoir déterminé les taux. Donc, la seule validation, c'est vérifier vos factures d'achat de recyclé parce que là, les rebuts de fabrication ne sont pas pris en compte. Hein. Et puis, en même temps, l'auditeur du LNE descend dans votre atelier de production pour vérifier avec vos collaborateurs qui respectent bien les procédures que vous avez mises en place pour respecter ce taux d'intégration ou d'incorporation que vous avez défini. Donc voilà, et donc ça vous donne un certificat qui vous permet après de valider et de communiquer aussi, c'est l'avantage, sur le fait que vous incorporez les matières plastiques recyclées dans vos produits. Au niveau de certification, après, on a la recyclabilité de vos produits en fin de vie. Donc, il y a Recyclas, on a IPC et agréé Recyclas. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on fait un focus sur Recyclas, mais on est capable de vous délivrer un certificat de recyclabilité de vos produits. Donc, ça, c'est aussi important. Donc, ça fait partie de l'éco-conception. Hein, mais aussi, même quand vous intégrez des matières plastiques recyclées, c'est bien de vérifier aussi que votre produit est toujours recyclable. Il rentre toujours dans les filières de recyclage existantes. Donc voilà, donc on délivre un certificat avec des niveaux des notes A, B, C, D jusqu'à F. Hein. Et en général, voilà, A, B, c'est très bonne recyclabilité, F un peu moins, mais ça peut s'expliquer aussi par la complexité de la composition de votre produit. Ce n'est pas forcément une mauvaise note. Voilà. Donc, dans l'approche de la certification, c'est soit les technologies et les matières que vous utilisez dans vos produits sont très bien connues. Donc là, on fait simplement un petit screening voilà, et on vous délivre un certificat directement. Soit, si c'est des nouvelles technologies qui sont utilisées, voilà, ou des designs un peu différents, ou, voilà, là, ça peut nécessiter une évaluation du produit. Donc là, on passe votre produit sur la ligne de recyclage qui existe au sein d'IPC et ça nous permet de valider la conformité de votre produit à un certain niveau de recyclabilité. Voilà. Sachant que, donc là, c'est essentiellement sur les emballages aujourd'hui. Le recyclage est en train d'ouvrir ces certificats de recyclabilité aux pièces automobiles et aux D3E aussi. Voilà. Donc ils vont élargir, parce que c'est une vraie demande et on demande des industriels pour aller sur d'autres secteurs de marché. Donc voilà. Et ça correspond aussi à la demande des filières REP. Voilà. Et puis quand vous utilisez des matières biodégradables, hein, à un moment donné, il faut certifier que votre produit est bien biodégradable. C'est pas parce que la matière est biodégradable que le produit l'est. Parce qu'il y a quand même des règles de conception à respecter. Donc là, c'est pareil, IPC, on est agréé TÜV. Hein. Alors, il y a d'autres certifications, mais voilà, c'était aussi vous montrer qu'il y a des certifications qui existent sur la biodégradabilité. Parce que c'est bien de le dire, mais il faut aussi le vérifier et que vous ayez des preuves. Donc voilà, donc nous, on est capable de travailler sur du home compost, du compost industriel ou de la biodégradation au milieu marin. Donc là, c'est pareil, on vous donne un certificat et après toute une série de tests et un protocole qui a été mis en place par TÜV pour valider la biodégradabilité des produits en fonction du milieu dans lequel on teste le produit. Voilà pour la certification sur les bio. Après, on en a fini. Donc, je ne sais pas si, voilà, je vois qu'il y a des questions. Donc, on peut passer à la phase d'échange.
Voilà, c'est ce que je vous propose. Oui, je peux en prendre quelques-unes que j'ai regardées en même temps que tu finissais ton Ouais. intervention, Yves. Alors, dans l'ordre, on a une question. Donc, dans le cadre de produits multimatériaux, chaque matériau étant recyclable, il faut que l'emballage soit démontable. Y a-t-il des critères sur cette notion de démontabilité, notamment des forces mécaniques? Je prends un exemple. Un pot de lait en poudre pour bébé, c'est entièrement recyclable, mais le couvercle en plastique et le contenant en alu sont parfois impossibles à séparer à la main. Demande-t-on au consommateur final de séparer les éléments comme il peut, ou bien est-ce que c'est fait en centre de tri? Alors, c'est une question très intéressante. Typiquement, si on se pose la question de est-ce qu'ils sont vraiment séparables, finalement, on se pose la question de est-ce qu'ils sont vraiment recyclables. Parce que si Hum, mes multimatériaux ne sont pas séparables, finalement, avec un test de recyclabilité, vous allez voir qu'ils ne sont pas recyclables. Donc, typiquement, ça, c'est un test que vous pouvez effectuer chez hum, IPC, vérifier que le produit est effectivement recyclable parce que séparable en centre de tri. Si le résultat montre que ce n'est pas séparable en centre de tri, il sera considéré non recyclable. Par contre, vous pourriez tout à fait inciter le consommateur à faire la séparation des composants ou alors concevoir des composants qui sont certes assemblés mais faciles à séparer. Je pense notamment au yaourt Alpro. Je ne sais pas si quelqu'un visualise, mais ils ont des grands pots de yaourt où c'est 3 matériaux. Il y a un couvercle alu, un pot plastique et il y a une couronne carton pour aider à la structure mécanique. Quand on ouvre le petit pot sur la face qui s'ouvre de mon couvercle, c'est écrit je suis recyclable, séparez mes composants et mettez-moi dans la poubelle de tri. Et donc là, typiquement, ils incitent le consommateur à séparer les composants. Et donc, la bonne manière de jeter ce produit-là, c'est d'enlever le couvercle, d'enlever la couronne carton qui servait pour tout le côté mécanique et marketing, et de mettre les 3 composants séparés dans la poubelle. Donc voilà, ça vous répond un petit peu à la question. Le multimatériau, même si chaque composant individuellement est théoriquement recyclable, si une fois qu'ils sont assemblés, je ne peux pas les désassembler, je ne suis pas recyclable. Ensuite, j'ai est-ce que le recyclage chimique des matières pour incorporation future rentre dans le cadre? Donc je pense que ça parle de hors mat. Et du coup, la réponse c'est non. ouais. Si je reprends ici la bonne slide. Alors, les projets de recyclage chimique ou par valorisation énergétique, on va dire, de pyrolyse, du moins, ne sont pas éligibles et l'incorporation de matières issues de ces technologies de recyclage ne sont également pas éligibles. Donc, c'est-à-dire si vous achetez de la matière recyclée et issue d'un recyclage chimique, en fait, vous voulez l'incorporer, vous n'êtes pas éligible dans ce projet Ormat. Alors après, il faut savoir que sur le recyclage chimique et sur la pyrolyse, il y a d'autres dispositifs qui existent liés à France 2030 au niveau de l'ADEME, voilà, qui sont potentiellement actionnables par rapport à ça. Par contre, l'incorporation de matières recyclées liées à ces voies de recyclage chimique, pyrolyse ou autres ne sont pas aujourd'hui ce qu'on appelle le recyclage avancé, de manière générale, ne sont pas éligibles au dispositif. Voilà. Ensuite, j'ai une autre question pour toi, Yves. Est-ce que sur l'axe 1, cela permettrait d'étudier le pourcentage maximal de matière recyclée dans un non-tissé synthétique? Oui. Ça permet, en fait, l'idée, c'est ça, l'étude de faisabilité, elle permet de vérifier que d'incorporer du recyclé que le fait d'incorporer du recyclé dans un produit ne change pas ses caractéristiques techniques, parce que le but, c'est qu'il soit toujours vendable et qu'il réponde toujours à l'usage. Donc, l'axe 1 dans le dispositif format permet de faire ces études de validation, voilà, notamment s'il répond à des normes, mais même sans des normes, il y a un cahier des charges, voilà, c'est de vérifier et de valider le seuil que vous pouvez intégrer. Et surtout de valider le sourcing de matière, parce que ça, c'est aussi important, c'est les sources de matière que vous avez identifiées, elles répondent bien au cahier des charges que vous êtes fixé. Ensuite, on nous demande si le PET Non. recyclé pour consommation est concerné. Non, le PET n'est pas éligible à Ormat. On considère que la filière, elle fonctionne et que tout fonctionne bien. Donc, les projets PET, notamment pour la bouteille, ne sont pas éligibles. Ensuite, j'ai une question sur les dispositifs éco-conception et à savoir s'ils peuvent concerner plusieurs produits d'une gamme. Oui, et potentiellement non aussi.
On va dire que si c'est une gamme avec des produits qui se ressemblent, admettons une gamme de dérouleurs de papier main. Voilà, vous avez 5 versions de dérouleurs papier main, mais qui suivent les mêmes grands principes de mécanisme et voilà, de fonctionnement. Du coup, c'est le même contexte réglementaire, c'est pour le même type de client, c'est à peu près les mêmes produits à l'intérieur, c'est peut-être un peu juste le design qui change. Je peux appliquer ma démarche éco-conception sur la gamme, quitte à prendre un produit exemple au sein de la gamme, et je peux tirer derrière des conclusions qui seront applicables à toute la gamme. Mais parfois, on va retrouver des produits dans une gamme qui ont un peu rien à voir, et où du coup, ça n'a pas forcément de sens de travailler sur une gamme. C'est plus intéressant de travailler produit par produit. Donc, ça dépend un peu de ce que vous entendez par gamme. Si on est sur des produits similaires, voilà, ça pourrait être du profilé extrudé. Bon, bah, tous les profilés extrudés sont des profilés extrudés finalement à la fin de la journée. Donc, la gamme a du sens. Parfois, ça en a moins, parfois, ça en a. Donc, il faut voir un peu au cas par cas. Mais globalement, oui, plutôt. Je ne sais pas jusqu'à quelle heure on pousse les questions. Yves, peut-être qu'on revient par mail pour les dernières. On peut en prendre quelques-unes encore. On avait jusqu'à midi. Alors, Donc, ah ok, bah alors feu jusqu'à ouais. midi. Quels sont les dispositifs qui seront reconduits jusqu'en 2026? Alors, Bon. alors ça, c'est Eh compliqué à se bah, positionner parce que parce que l'ADEME reçoit des fonds de l'État, hein, donc voilà. Donc après s'il y a une reconduction de aujourd'hui on a un engagement de l'ADEME jusqu'à fin de l'année. Après je sais pour 2026 on peut pas se positionner. Ça, normalement, ça devrait être reconduit. Ça fait partie des axes stratégiques au niveau de l'État. Mais après, est-ce qu'il y aura des fonds? Et c'est surtout le montant des enveloppes qui seront attribuées à l'ADEME pour ces dispositifs-là. Voilà. C'est ça qui va être la grosse difficulté pour 2026 jusqu'à maintenant. oui. Et Ensuite, j'ai une multi-question. Donc pour le secteur automobile, lorsqu'on est fabricant de BTP de produits électromécaniques, est-ce qu'il y a un éco-organisme que l'on préconise? Moi, notre j'en rôle ai n'est pas en pas, tête. ouais, notre rôle n'est pas de préconiser des éco-organismes. On peut vous donner les noms des éco-organismes qui sont acteurs sur le secteur. Par contre, on ne va pas vous privilégier un éco-organisme par rapport à d'autres. Nous, on a un principe de neutralité par rapport à ça. Et, voilà. Donc, On ne peut pas vraiment recommander ce qu'on serait ouais. pas, ce serait orienté, ce serait subjectif. Ouais, parce qu'il y a un aspect financier et on peut pas jouer. On a un devoir de neutralité. On est sous la tutelle de l'État, nous, hein. Donc voilà. Donc, les aspects concurrentiels et autres, ça nous touche particulièrement. Donc on ne doit pas, nous, voilà, mettre en avant un partenaire ou une structure par rapport à une autre. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ensuite, vous parliez de difficultés à identifier des matières plastiques techniques alternatives. Alors, je ne sais pas si c'est des problèmes à l'identification de matières qui fonctionneraient ou si c'est l'identification de sources ou de fournisseurs sur ces différentes matières. Potentiellement, ça peut faire l'objet d'une étude hein, chez IPC, chez nos experts matériaux. Si vous le souhaitez, on pourrait mener une étude sur justement des matières plastiques techniques issues de recyclage. Ensuite, il y avait de la difficulté sur l'obtention de données environnementales robustes, fiables et comparables. Effectivement, en ACV, le gros challenge, c'est la donnée qu'on utilise. Donc, c'est la donnée qu'on utilise pour faire notre évaluation environnementale et c'est aussi la donnée qu'on transmet à un client en B2B ou un client, un consommateur. Donc, il y a plusieurs grandes règles sur la fiabilité. On essaye d'homogénéiser la source. Donc, on essaie d'avoir des données qui viennent des mêmes bases de données. Comme ça, elles sont comparables d'un point de vue méthodo et périmètre. Si ce n'est pas disponible dans des bases de données et que c'est issu de données fournisseurs, il faut essayer de récupérer des fiches méthodologiques sur comment la donnée a été modélisée. Donc, vérifier que les méthodes sont identiques, vérifier que les périmètres sont identiques, etc. pour avoir une chance que ce soit comparable. Et sinon, il faut essayer de récupérer de la donnée qui est dans le cadre de déclaration environnementale réglementée. Donc, tout à l'heure, on parlait d'éco-profil. Si vous comparez différents éco-profils qui suivent la même catégorie de produits, les produits seront théoriquement comparables. Et donc là, vous aurez de la donnée environnementale robuste. Et enfin, est-ce qu'il existe un PEFCR sur le secteur automobile?
C'est possible, j'en ai pas un en tête. Je vous invite à regarder sur la plateforme EPD, Environmental Product Declaration. Vous pouvez faire un filtre en tapant automobile et vous pouvez voir peut-être s'il existe un référentiel méthodologique pour les produits du secteur automobile. Mais bon, voilà, c'est pas celui sur lequel on est le plus positionné, en tout cas en déclaration environnementale, donc je ne connais pas spécialement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai sur la notion de recyclabilité produit, sur des produits plus complexes, existe-t-il un outil d'évaluation utilisable en phase de conception pour guider les équipes R&D? Alors, un petit peu. Je parlais de ces 3 R impact tout à l'heure. La vocation initiale de l'outil, c'est de faire de l'ACV et de rendre l'ACV accessible. Mais en fait, il y a d'autres fonctionnalités à l'intérieur. On a notamment un module de conception et d'éco-conception. Dans ce module-là, vous allez être challengé sur votre niveau de conception avec toute une série de questions et d'argumentaires à fournir. Et via cet outil-là, on va pouvoir évaluer le côté recyclabilité du produit, qu'il soit simple ou complexe. Et donc, les questions qu'on va se poser, c'est: est-ce que je suis multimatériaux? Est-ce que je suis séparable? Est-ce que j'ai une filière qui existe? Est-ce que j'assure la collecte? Est-ce que je supervise la collecte de mon produit en fin de vie? Est-ce que du coup, je garantis qu'il finit dans une filière? Et auquel cas, du coup, est-ce que j'ai bien réussi à faire quelque chose de recyclable? Donc, avec on va dire un enchaînement de questions sur la notion de recyclabilité, vous seriez en mesure d'identifier si plutôt oui ou plutôt non votre produit sera recyclable. Potentiellement sur des produits très complexes, des multicouches PE, PET, PE, PA, etc. Les filières sont pas officielles, ou enfin, c'est pas encore des grandes filières. C'est possible qu'il existe des solutions de recyclage sur des choses très spécifiques, mais c'est pas sur des grandes filières type post-consommation. Donc là, il faut peut-être se tourner vers de l'état de l'art sur le recyclage. Alors, je crois qu'on a un livrable disponible sur notre site, un benchmark des dispositifs de recyclage qui couvre un peu les différentes solutions. Alors, il faut être bénéficiaire IPC, mais vous pouvez quand même souscrire, même si vous n'êtes pas bénéficiaire. Potentiellement regarder s'il y a des livrables en lien avec les différentes solutions de recyclage, notamment pour les complexes. Alors, j'essaie de rester dans l'ordre. Tac. Est-ce qu'avec Ormat, un projet pour augmenter la part du broyage et des rebuts de production PS et son extrusion, donc du PS, serait éligible? Si c'est un PS particulier qui montre que… Parce que le broyage, je pense que ça doit être les rebuts de production. Ouais, c'est du rebut de prod et les réintégrer. Théoriquement, oui. Ouais, ça fait partie des matières qui peuvent être sous condition, mais à montrer qu'on n'a pas de filière de recyclage et qu'on n'arrive pas à retrouver la qualité sur le marché. Voilà. Donc, si on est sur un PS particulier, notamment en faisant un transparent ou autre, on peut valider, mettre en valeur le recyclage des rebuts internes. Mais ça, c'est à discuter. Il vaut mieux qu'on en discute et en dehors de ce webinaire. Voilà. Je reprendrai contact avec la personne qui a posé la question pour échanger sur le sujet directement. Ensuite, on nous demande quel est le degré de recyclabilité des dog-packs stérilisables pour l'agroalimentaire. Le cas échéant, existe-t-il des emballages souples et légers autres que le dog-pack stérilisable et recyclable? Alors, question difficile, ça va dépendre du dog-pack. Ça va dépendre de pas mal de paramètres, en fait, son degré de recyclabilité. Et des angles qui sont utilisés. Alors, à titre d'info, Recyclass donne ils ont des informations sur leur site. Vous pouvez aller directement sur le site de Recyclass. Par rapport ils vous donnent en fait un peu des règles de conception de vos produits et autres pour faciliter la recyclabilité en fin de vie. Puis voilà. Donc déjà là, vous aurez de l'info. Après, vous pouvez revenir vers nous aussi, parce que nous, on a un retour d'expérience. On pourra, en fonction de la composition, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fonction de la composition, tout ça, on peut vous donner un peu une idée sur le niveau de recyclabilité de vos produits. Et après, ensuite, sur la question de est-ce qu'il y a d'autres solutions, très certainement oui. Les solutions, il y en a beaucoup. Il faut juste les trouver, les identifier, les évaluer. C'est en fonction de votre cahier des charges. Voilà. Est-ce que le PP est éligible à Ormat?
Oui. Ouais. Le seul, dans les polyoléfines, il n'y a que le RPEPD qui est donc le PEBD qui n'est pas utilisé. Donc en général, ça concerne les films. Le polyéthylène, hein, basse densité, qui n'est pas éligible. Autrement, tous les autres polyoléfines sont éligibles au dispositif. Ensuite, on me demande de mettre le lien ou écrire le nom de l'organisme. Alors, pour Recyclas, alors je crois qu'il y a un lien déjà, non? Ouais, je crois, il me semble. Voilà, sur Recyclas, vous pouvez vous renseigner. Ah non, pardon, c'est ici. Voilà. Il y Ça, aura plus c'est pour d'infos sur le site les boutiques et vous devriez recyclables, trouver ce que vous cherchez. et vous avez tous les infos qui sont en ligne. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions que j'ai oubliées? Vous pouvez me faire signe dans le chat si jamais je vous ai squeezé. Bah, il y a Nicolas Masson, il veut qu'on le rappelle, donc je le rappellerai. Ouais, on rappellera. Donc, on a passé toutes les. J'ai l'impression, ouais. Aussi, sur les questions de recyclabilité, vous pouvez regarder sur le site du COTREP. Il y a des critères, il y a une matrice qui permet d'évaluer si votre produit sera considéré comme recyclable ou non en fin de vie. Donc selon sa couleur, son encre, sa matière, s'il est multimatériaux, etc. Il y a des consignes et des taux éventuellement. Avez-vous mon message? J'ai peut-être raté, Monsieur Prost. Quelles sont les dates limites de dépôt pour Ormat? Ce dispositif sera-t-il reconduit sur 2026-2027? Le 6 octobre. Voilà, Pour, les limites de cette dépôt, année, c'est le 6 octobre. c'est 6 octobre. Et 2026-2027, aujourd'hui, on n'a pas les dates. On ne sait pas encore. Ouais. Donc, qui sont aujourd'hui, le dernier rappel, c'est le mois d'octobre. Pour l'année prochaine, on n'a encore pas les dates. Par exemple, pour cette année, on a reçu, les dates ont été officialisées très tard dans l'année. Hein, c'était au mois de mars. Donc voilà pour l'appel du 15 mai et du 6 octobre. Donc en fait, l'ADEME, comme je vous l'ai dit, dépend du budget. Ormat et en fait dépend du budget que l'ADEME reçoit de la part de l'État. Ouais, voilà. Donc là, pour l'instant, on n'a pas les dates officielles pour 2026-2027. Et quelqu'un nous demandait si on avait connaissance de l'enveloppe restante suite à la première relève. Non, on n'a pas les chiffres de l'enveloppe. C'est pour ça que l'ADEME priorisera en fonction, selon les différents points qui ont été cités ici, l'ADEME va prioriser les différents dossiers en fonction de ces différents critères-là. Les dossiers sont robustes ou calqués sur ce qui est ici, vous avez plus de chances de participer. Ils vont privilégier plutôt des types de matières, des choses, des matières qui aujourd'hui sont difficilement recyclables ou qui n'ont pas de filière, parce qu'elles sont justement, elles sont difficilement recyclables à défaut de filière. Donc voilà, ils favorisent en fait plutôt des matières et les matières à plus fort impact. Il y a des volumes, il y a aussi la notion d'impact environnemental, parce que c'est pareil, c'est l'investissement dans une machine, par exemple dans une ligne de production, si c'est pour intégrer 5%, alors je ne dis pas que votre projet ne sera pas éligible, mais il sera peut-être moins financé, parce que les taux qu'on vous a annoncés, ce sont les taux maximaux que vous pouvez avoir. Donc ça veut dire que rien ne dit que vous aurez 60% ou 80% de. Voilà, c'est aussi ça. Aujourd'hui, l'ADEME met des critères en place pour sélectionner les dossiers, parce que, par rapport à l'enveloppe budgétaire qu'ils ont. Ok. Écoute, puisqu'on n'a plus d'autres questions, peut-être qu'on peut clôturer là-dessus. Ouais. Je pense qu'il n'y a plus de. Non, on n'a pas une nouvelle. Non. Donc voilà, donc nous on est à votre disposition, parce qu'on voilà, on peut pas non plus, il y a des questions, je pense qu'il faut qu'on discute bien de votre projet avec vous en direct. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous, et puis que ce soit sur l'éco-conception, sur l'incorporation de matières plastiques recyclées, n'hésitez pas à revenir vers nous et qu'on en discute. Voilà, on préverra des réunions face à face avec vous. Ça peut se faire en visio, hein, voilà. Donc l'idée c'est que on puisse discuter de l'éligibilité ou de le rendre éligible, votre projet, parce que c'est aussi, des fois, la première idée n'est pas forcément éligible, mais en discutant avec vous de votre projet, on arrive
le faire rentrer dans les bonnes cases, on va dire. Voilà. Donc, c'est aussi important qu'on puisse échanger de manière individuelle sur vos projets. Donc, à votre écoute. Et puis, Très bien. Merci beaucoup pour votre attention. Et ouais, merci. Et puis, à bientôt. Bonne journée à très vous. bonne Au journée. revoir. Au revoir. Tac.